Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Camille, qui a 39 ans et qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante, d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une fibromyalgie. Après avoir d'abord eu un diagnostic de fibromyalgie, car son IRM ne montrait pas d'inflammation, elle a quelques années plus tard pu poser le diagnostic de spondylarthrite, car son imagerie était cette fois-ci positive et montrait de l'inflammation. Dans cet épisode, Camille nous parle des démarches MDPH qu'elle a effectuées, mais surtout de l'aide qu'elle a sollicitée auprès d'une assistante sociale pour remplir son dossier et savoir à quoi elle pouvait prétendre. Cette rencontre a changé la donne pour elle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Yasmine. Merci d'avoir répondu présente à mon appel sur Instagram en ce qui concerne les pathologies chroniques et les démarches MDPH. Merci à toi de m'accueillir. Donc c'est un deuxième épisode un petit peu plus particulier que je vais appeler hors série, autour vraiment des démarches MDPH pour espérer aider les personnes qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, qui ne savent pas quels pourraient être leurs droits et comment faire et surtout qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien. Donc on va essayer de reprendre au début. Est-ce que tu peux nous parler des pathologies dont tu souffres et quels sont les symptômes au quotidien pour toi ? Je vais avoir 39 ans cette année. Et je souffre de douleurs chroniques depuis que j'ai 14 ans. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et les premières douleurs sont apparues dans un contexte où je déménageais. Enfin, j'habitais avant dans l'est de la France et depuis que j'ai 14 ans, j'habite à Orléans en région centre. Et à ce moment-là, j'ai eu des douleurs dans les membres inférieurs et douleurs au niveau du dos. Alors très rapidement, ça a été mis sur le compte de la croissance, de la puberté. J'ai eu un certain nombre d'examens avec le médecin traitant de l'époque et voilà, c'est tout de suite ressorti
des problèmes de ce niveau-là. Comme c'était persistant et que les douleurs étaient vraiment intenses, mes parents, surtout ma mère qui me prenait en charge, a préféré quand même aller plus loin. Et quand on est arrivé sur Orléans, on était dans une ville plus grande et un petit peu plus dotée au niveau médical. Et là, on a fait plus d'examens au niveau du centre hospitalier. Et donc là, IRM, scanner, les bilans sanguins, etc. Et toujours rien. Ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Donc j'ai eu tout un tas de traitements antidouleurs qui ont plus ou moins fonctionné. Des hospitalisations aussi, où là j'ai eu plutôt de la morphine, des choses que j'ai pas bien supportées. Mais les douleurs étaient quand même toujours présentes. Et c'est finalement en 2010 seulement, donc j'avais 25 ans, qu'on a posé le diagnostic de fibromyalgie. Mais parce que j'ai apporté un peu le diagnostic au rhumatologue qui me suivait à l'époque, parce que j'ai une maman qui s'est toujours préoccupée de mon état de santé et qui restait quand même à l'écoute de tout ce qui se disait, se faisait, et elle avait entendu parler de la fibromyalgie qui n'était pas tellement courante à l'époque. Et effectivement, en me renseignant sur Internet, j'ai retrouvé tous les points stratégiques des douleurs. Et en parlant au rhumato, il a dit qu'effectivement, il y avait bien tous les symptômes et tous les points de douleur. Donc 2010, ce premier diagnostic de fibromyalgie. Et puis plus dernièrement, là il y a 3 ans, 2021, à la fin de l'été, j'ai eu des grosses douleurs au niveau du bassin, au niveau vraiment du bas du dos, du bassin, comme si tout était verrouillé et qu'il y avait un blocage. Donc j'ai vu mon médecin traitant. Parce qu'en fait, pour la fibro, j'ai pas eu un suivi régulier au niveau du rhumatologue, parce que j'ai essayé plusieurs traitements et qu'aucun fonctionnait. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai décidé de ne plus prendre aucun médicament, de faire simplement de la kiné une fois par semaine et d'essayer de refaire un petit peu de sport. Donc j'ai appris en fait à vivre avec mes douleurs au quotidien. Et donc 2021, donc je revois le médecin. Je vais une fois ou deux chez l'ostéo pour essayer de débloquer un petit peu ces douleurs-là au niveau du bassin. Rien de concluant. Au bout de 2-3 séances, j'ai toujours mal. Et mon médecin traitant me dit tout de suite, je pense à une spondylarthrite. Vous allez faire une IRM et on sera très vite fixé. Donc j'ai un peu tardé pour faire l'IRM parce que il faut savoir que moi je suis claustrophobe et l'IRM c'est hyper compliqué pour moi. Donc j'ai un peu tardé. Je regrette un peu parce que je lui en ai pas parlé tout de suite à mon médecin. Finalement, comme je voyais que le temps passait et que j'avais toujours mal, je l'ai rappelé. Je lui ai dit en fait j'ai pas fait l'IRM parce que je suis claustrophobe et vraiment ça me coûte de refaire cet examen. Je sais que je vais paniquer, j'ai vraiment très peur. Et il m'a dit mais pourquoi vous me l'avez pas dit tout de suite, il existe des choses adaptées. Et donc c'est là que j'ai appris qu'il y avait en fait des IRM à champ large qui sont adaptés pour les personnes qui ont des problèmes de claustrophobie et les personnes qui sont en surpoids. Donc je suis allée à Paris faire cet examen-là et ça s'est hyper bien passé parce que vraiment le champ est hyper large, donc t'as pas peur du tout, tu vois très bien l'extérieur, on te parle, donc j'étais hyper rassurée. Ah mais c'est super que tu dises ça parce que moi j'étais pas du tout au courant et moi j'ai découvert que j'étais un peu claustrophobe lors de ma première IRM parce que je pensais pas du tout l'être. J'ai pas peur dans les ascenseurs même si ça reste coincé, c'est OK pour moi. Et en fait, j'ai fait une attaque de panique parce que j'ai fait la bêtise. En fait, on m'avait pas dit que c'était aussi petit, je pensais que c'était comme un scanner. Et le scanner en fait, c'est beaucoup plus petit, tu débordes de tous les côtés, il y a pas de problème. Puis l'IRM, il y a le bruit en plus qui vient rajouter Ah oui, et puis c'est surtout que j'ai fait la bêtise à un moment donné d'ouvrir les yeux. Et en fait, là, j'ai vu que il y avait quelques centimètres entre ma tête et le haut de la machine. Et en fait, je me suis dit, mais là, s'il y a un problème, en fait, je ne peux pas m'extirper. Je ne peux pas sortir. Rien que de t'en reparler, ça m'angoisse. Et vraiment, du coup, j'ai appuyé sur la poire. Je leur ai dit, sortez-moi de là, etc. Et depuis, en fait,
j'ai dû en repasser. Donc j'ai prévenu que la dernière fois j'ai fait une attaque de panique et je n'ouvre plus du tout les yeux. Je leur dis vous me parlez, vous me dites quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Et j'ai la poire dans ma main et bon, j'ai réussi à gérer, mais c'est vraiment intense pour Ouais, c'est ça. Même des personnes qui sont pas de base hyper claustrophobes. C'est quand même un examen qui est impressionnant à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est chouette de savoir qu'il existe des machines plus larges. Voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que des fois on se met des limites, on se freine et finalement il y a des solutions qui existent, c'est juste qu'on n'est pas informé et que Mais par contre c'est sur Paris, donc il faut se déplacer. alors moi je l'ai fait sur Paris, je pense qu'il y a d'autres centres en France, hein. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner et on peut trouver sur internet. Ce qu'il faut, c'est chercher vraiment IRM, je crois que ça s'appelle à champ large. Et au niveau de la précision, normalement les résultats sont aussi fiables qu'une IRM classique? Ah oui, complètement. Ok, donc tu fais cet examen-là et ça se passe bien? Donc je fais cet examen-là et de suite à la sortie de l'examen, le médecin que je vois me dit qu'effectivement il y a une inflammation au niveau de la sacro-iliaque gauche, il y a une sacroïlite assez prononcée et qui explique les douleurs et qu'ensuite je dois revoir le médecin traitant et le rhumatologue pour mettre en place les choses. Donc là, par rapport à ma première maladie diagnostiquée après toutes ces années d'errance, finalement, je suis rassurée parce que je me dis il y a bien quelque chose. C'est pas dans ma tête parce que la fibromyalgie, on m'a répété X fois que voilà, c'était psychologique, que c'était les maladies psychosomatiques. Enfin, je l'ai entendu pendant des années. Donc là, le fait de me dire que j'ai des douleurs depuis 1, 2, 3 mois et qu'en fait, il y a vraiment une maladie, il y a vraiment quelque chose, je me suis dit maintenant, voilà, le diagnostic il est posé, on va pouvoir trouver de quoi me soulager et puis ça va être réglé assez rapidement en fait. Ça m'a permis de voir que c'était pas dans ma tête et de me dire que là j'avais des douleurs depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois et que maintenant un diagnostic était posé et on allait pouvoir me traiter et me soulager finalement. J'ai une question quand je t'écoute. Est-ce que on peut poser l'hypothèse que le diagnostic de fibromyalgie a été posé parce que rien n'apparaissait encore aux examens dont l'IRM que tu avais fait? Ou est-ce que c'était vraiment des douleurs complètement différentes et vraiment c'était pas un premier diagnostic erroné en attendant d'avoir une imagerie qui permette de poser le diagnostic de spondylarthrite? Alors effectivement, on se pose la question de savoir est-ce que c'était là, est-ce que c'était minime, on ne sait pas dire aujourd'hui ce qu'il en était. Et en plus, moi je suis HLA-B27 négatif. Ah oui. Donc pas de prédisposition particulière. Entre tes 2 IRM, entre le premier qui est négatif et le second qui est positif, il se passe combien de temps? Des années parce que le premier, j'ai dû le faire, j'avais entre 14 et 17 ans et là, je l'ai fait 2021. Oui, donc bien plus que 10 années séparent les 2 IRM. Bon, on ne pourra jamais en être sûr, mais en tout cas, il peut y avoir cette hypothèse-là qu'il a fallu beaucoup de temps pour que l'IRM se transforme et que les lésions inflammatoires apparaissent. La seconde hypothèse, celle qui a été d'abord émise par la rhumato, c'est que ce diagnostic donc de spondylarthrite et polyarthrite, parce qu'on s'est aperçu que en fait j'ai les 2 maladies, j'ai les marqueurs de la polyarthrite également. Donc ces symptômes et ce diagnostic intervenaient après ma seconde grossesse. Et potentiellement, les grossesses déclenchent ce genre de maladie. Est-ce que cette fois-ci, par exemple, on te propose des anti-inflammatoires et tu y réponds, quelle est la prise en charge que l'on te propose? Alors, le problème, c'est que j'ai une très mauvaise tolérance aux médicaments. Les anti-inflammatoires, je les supporte pas au niveau de l'estomac, ça passe pas. Donc on a réessayé quand même. Moi, à chaque fois, je pars du principe que
voilà, je reste pas fermée, je tente et si ça ne va pas par contre, dès les premières douleurs, j'arrête. Enfin, voilà, je pars du principe que le but n'est pas de me créer des douleurs supplémentaires. Je vis déjà au quotidien avec des douleurs, donc je vois pas l'intérêt de prendre des médicaments pour avoir d'autres soucis derrière. Donc on a quand même tenté et très rapidement, on m'a proposé la biothérapie. Hein, c'est le traitement le plus recommandé. Ce qui a été difficile dans un sens, c'est que on doit traiter en fait les deux maladies, la spondylarthrite et la polyarthrite. Donc il faut que le traitement puisse convenir aux deux. Il y a des biothérapies préconisées dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde ? Certainement. Je pense que celle que j'ai eue, parce que moi du coup j'en suis à la 5e, j'ai commencé en décembre 2021 et là je suis à la 5e parce qu'on n'arrive pas à trouver celle qui va vraiment réduire mes douleurs de manière significative. J'ai toujours des douleurs tous les jours. Ok, donc pour le moment tu réponds pas du tout aux biothérapies essayées. Non. Tu vois quand même une amélioration ou même pas ? Honnêtement, la première, non. La seconde, non. La troisième, je l'ai pas continuée parce que j'ai fait une réaction allergique. En fait, c'était les piqûres toutes les semaines. Et en fait, j'ai fait une réaction allergique vraiment très très importante. J'avais des bleus au niveau du point d'injection, au point de plus pouvoir marcher, même si j'ai testé sur 4 semaines, donc on a changé à chaque fois de zone d'injection. Que l'on fasse sur le ventre ou sur les jambes, à chaque fois j'ai eu des placards vraiment rouges, inflammatoires. Et sur les jambes, ça m'a vraiment empêché de marcher pendant plusieurs jours. Donc on a arrêté. La 4e, c'était les perfusions donc en hôpital 2 jours. Donc là, c'était au rythme de toutes les 6 semaines. Là, je l'ai fait plus longtemps, mais j'ai eu une amélioration en fait au niveau de la fatigue. J'ai senti que j'étais moins fatiguée, que j'avais plus d'énergie, que je réussissais à retrouver un peu une vie normale à ce niveau-là. J'avais plus besoin de faire de sieste systématiquement. Par contre, au niveau des douleurs, j'ai toujours eu les douleurs aussi intenses, voire même plus intenses, parce que j'ai eu des douleurs au niveau des jambes que j'avais pas avant. J'avais vraiment la sensation d'ankylose que j'avais pas avant. Et là, donc, je suis repassée au niveau d'une biothérapie par voie orale, donc des comprimés que je prends tous les jours, donc beaucoup moins contraignants que les piqûres ou les perfusions. Et bon, là, c'est un peu tôt pour le dire parce que ça fait un mois et demi à peine, et qu'il faut attendre toujours 3 mois avant de pouvoir juger de l'efficacité. Là, je me sens un peu mieux, mais alors moi, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont ce type de maladie, mais moi, je suis très, très sensible à la météo. Et j'habite dans une région qui est relativement humide et globalement, ces derniers temps, ça a été beaucoup de pluie et donc très, très dur. Bon, là, depuis qu'il y a un peu moins de pluie, un peu plus de soleil, ça va un peu mieux, mais on peut jamais vraiment dire si c'est ça ou pas, si ça va continuer d'aller mieux ou pas. En tout cas, là, ces 2-3 derniers jours, ça va. Ok. Et pour la polyarthrite, on t'a pas proposé du méthotrexate ou de la salazopyrine, ce genre de traitement-là ? On a évoqué le méthotrexate, mais vraiment pour l'instant, l'idée c'est de se focaliser sur la spondylarthrite parce que c'est vraiment ça le plus gros de mes douleurs en fait. J'ai pas vraiment de douleurs liées à la polyarthrite. J'ai de temps en temps mal au niveau des articulations des mains et des chevilles, mais les douleurs sont vraiment moindres. Donc la priorité c'est vraiment les douleurs du bassin, des jambes et du dos. Ce que je trouve aussi intéressant là dans ton témoignage, c'est que j'ai aussi beaucoup entendu autour de moi que les gens qui ne réagissaient pas à la biothérapie, les premières, deuxième ou troisième, les rhumatologues disaient du coup en fait c'est pas une spondylarthrite, sinon vous seriez soulagé par la biothérapie. Ouais, j'ai déjà entendu pas mal de personnes témoigner de ça et je trouve que c'est aussi intéressant de dire là non, t'as vraiment une IRM qui vient prouver le diagnostic et pour autant là t'en es à la 5e mais malheureusement tu n'y réponds pas. Donc il y a autant de cas de figure que de personnes Ouais, c'est ça. Et dans un sens comme dans l'autre, ça peut permettre de poser un diagnostic si on répond à la biothérapie, mais il faut pas forcément s'arrêter non plus à ça si jamais on n'y répond pas. Mmh.
Bon, en tout cas, il y en a encore plein d'autres, donc je te souhaite vraiment déjà que peut-être celle que tu prends actuellement fonctionne. Et puis, si jamais celle-ci est un échec aussi, eh bien, que d'autres te permettent d'être soulagé. Alors, dans ce parcours-là, qu'on prend quand même bien compliqué, à quel moment tu as commencé à faire des démarches MDPH? Alors, la première demande que j'ai faite, elle m'a été suggérée par mon employeur parce que forcément du fait des douleurs, j'avais des arrêts de travail à répétition, plus ou moins longs, et pour permettre des aménagements de poste, on m'a expliqué que il y avait un certain nombre de démarches à faire à ce niveau-là. C'est là que j'ai appris qu'il était possible de faire des choses parce que jusque-là, j'en avais pas connaissance. Donc, tu as demandé la RQTH? Donc c'est ça, c'est ce que m'a conseillé l'employeur, donc de demander la RQTH. Donc le premier dossier auprès de la MDPH a été fait en ce sens, et c'était en 2013 pour ma première demande. Donc, c'est avec ton médecin traitant que tu as rempli ce dossier-là? Ouais, tout à fait. Tu as obtenu gain de cause, j'imagine? Ouais, tout à fait. La première demande a été faite vraiment sans problème. La RQTH a été accordée tout de suite, et on a pu mettre en place un certain nombre d'aménagements de postes au niveau de petits matériels, de choses vraiment adaptées pour mes douleurs de dos à l'époque, parce qu'il y avait que ça. Donc j'ai eu un siège ergonomique, une souris aussi ergonomique, un clavier, mais alors le clavier, j'ai eu plus de mal à m'adapter. Tu as fait d'autres démarches depuis celle-ci? Depuis celle-ci, oui. Du coup, comme la première demande était accordée pour 5 ans, j'ai refait une demande, donc 5 ans après, donc en 2018. Et là, plus dernièrement, là, 2024, il y a quelques mois, où là, j'ai demandé davantage de choses, vu que il y a 2 pathologies de plus et des répercussions qui sont vraiment plus importantes. Donc en 2024, nouveau dossier. En théorie, j'aurais dû faire le renouvellement l'année dernière, 2023, mais j'ai eu du mal vraiment pour la première fois psychologiquement, parce que j'ai pris conscience que j'étais vraiment handicapée, même si jusque-là j'avais fait les démarches. Là, je me suis rendu compte vraiment que dans mon quotidien, tout est chamboulé. Je suis en arrêt de travail depuis 3 ans. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. J'ai des douleurs tous les jours. Enfin, psychologiquement, ça a été très très dur, et ça l'est encore. Et, et de faire ce dossier MDPH qui est quand même assez conséquent, il y a beaucoup de choses à remplir, il y a beaucoup de détails à apporter. Ça fait vraiment travailler sur soi, et le fait de matérialiser, de dire à l'écrit toutes les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, et ça rend le truc un peu plus concret, et parfois c'est difficile. Donc j'ai repoussé, et puis à un moment donné, je sais plus comment c'est venu. Je me demande si c'est pas, j'avais dû être contactée par le médecin conseil de l'assurance maladie, par le service médical, pour faire le suivi un peu classique de l'arrêt de travail. Et j'en avais parlé à l'infirmière, et elle m'avait dit: mais vous savez que vous pouvez prendre contact avec l'assistante sociale de la CPAM, et elle pourra vous aider pour ces démarches-là. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact, et en fait, je regrette de pas l'avoir fait avant. Je pense que c'est vraiment une aide très précieuse dont on parle pas assez non plus, parce que quand on est dans cette situation-là, c'est compliqué de faire les démarches. Moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés de concentration aussi. J'ai un brouillard cérébral en permanence, donc de devoir faire les papiers, tout de suite, c'est insurmontable. Et le fait d'avoir pu en parler avec l'assistante sociale, de l'avoir rencontrée, d'avoir été aidée, encadrée, pour pouvoir avoir simplement
une idée des aides qui pouvaient m'être accordées dans ma situation, accordées ou non, parce que finalement on ne sait pas, on peut les demander, mais on ne sait pas si ça va être accepté. Mais juste de savoir qu'il existe des choses et qu'on peut en faire la demande, et ben ça m'a rassurée. Donc j'ai vu l'assistante sociale 2 fois pour constituer le dossier et vraiment ça a été un soulagement d'avoir ce rendez-vous parce que j'ai été écoutée, parce que on m'a conseillé des choses dont vraiment j'avais pas connaissance. Je savais pas qu'il était possible d'avoir des aides pour des formations. J'avais déjà la carte mobilité inclusion pour la priorité, tout ce qui est file d'attente, caisse, etc. Parce que comme j'ai du mal à rester debout pendant longtemps, celle-ci on me l'avait accordée. Et là j'ai fait la demande du coup pour je sais plus le terme exact, mais pour l'orientation professionnelle, pour avoir accès à des formations. J'ai fait également la demande pour la carte de stationnement et c'est la seule qui m'a été refusée. Parce que tu marches encore trop de mètres? Je pense que c'est ça, ouais, je pense que c'est ça. Elle est vraiment, je crois, particulièrement difficile à obtenir. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il faut que les symptômes invalidants dans la marche soient permanents pour l'obtenir. Et c'est vrai que, moi, c'est ce que je dis, il y a plein de moments où, en fait, j'en ai pas besoin de cette carte-là. Je peux largement marcher 100 mètres pour aller, voire même plus. Mais les fois où je suis vraiment en crise, où les douleurs sont à chaque pas, eh bien, en fait, d'avoir la possibilité de me garer juste à côté me permettrait de faire des choses que je ne vais pas faire sinon. Mais le problème, c'est que, voilà, il faudrait s'en remettre à comment dire, j'ai pas le bon mot, mais en fait que les gens d'eux-mêmes s'autorégulent et que ça soit entendu de cette manière-là. Oui, j'ai la carte et aujourd'hui je peux marcher, je ne prends pas une place dont je n'ai pas besoin. Et là aujourd'hui j'en ai besoin, je le prends. Mais c'est vrai que du coup c'est refusé à partir du moment où c'est intermittent et non pas permanent. Ouais, je pense que c'est ça, t'as raison. Mais ça vaut le coup quand même de le demander, on sait jamais. En plus, il y a tellement de différences entre les départements dans le traitement des dossiers. C'est ça, ouais. Mais c'est exactement ce que m'avait dit l'assistante sociale, qu'il fallait vraiment demander le maximum de choses. De toute façon, c'est justifié. Après, bien sûr, la MDPH reste seul décisionnaire, mais qu'il fallait pas hésiter à demander. Alors cette aide pour la formation, elle consiste en quoi ? Honnêtement, je sais pas exactement parce que j'ai pas de besoin spécifique pour le moment, mais je me dis que c'est rassurant de l'avoir. Parce que là, tu l'as demandé et tu l'as obtenu, c'est ça ? Ouais. Mais en fait, c'est une aide qui est qui est pas déterminée en fonction d'une formation en particulier. En fait, c'est une aide qui te donne la possibilité d'avoir des aides supplémentaires dans le cas où tu demandes une formation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. D'accord. Et toi, pour le moment, ce n'est pas un projet de reconversion professionnelle avec une formation, par exemple ? Alors, c'en est un, mais je sais pas exactement ce que je voudrais faire. Donc pour l'instant, enfin moi j'ai un travail de bureau, donc je suis assise toute la journée et c'est pour ça que je ne peux plus travailler parce que je peux pas rester toute la journée assise au niveau des douleurs de sacro-iliaque, c'est pas possible, j'ai besoin de bouger vraiment très très régulièrement. L'autre problème, c'est que je peux pas rester debout non plus. Avant, je travaillais dans la vente avant d'être dans l'administratif. J'ai arrêté parce que je pouvais pas rester toute la journée debout. Donc le problème, c'est trouver une activité professionnelle qui pourra satisfaire ces deux contraintes-là. Après, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans le digital parce que voilà, ça offre une souplesse au niveau du temps de travail, du lieu de travail, de plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui travaille bien le soir, donc pouvoir travailler à temps choisi, ce serait idéal. Là, avec mon travail actuel, c'est pas du tout possible de travailler le soir. Donc, je réfléchis encore à ce qui serait possible de faire. Il n'y a pas la possibilité de faire un bilan de compétences, justement, en lien avec des aides et la MDPH ? J'en ai fait un déjà il y a
quelques années, 2017, 2016-2017. Mais je pense que j'ai encore cheminé depuis et que forcément les nouvelles pathologies changent encore la donne. Donc je ne sais pas si vraiment j'aurais besoin d'un bilan de compétences, mais pourquoi pas, oui. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil aux personnes qui hésitent à se lancer dans les démarches, qui ont peur ou qui ont de l'appréhension, ou justement pour qui c'est difficile psychologiquement? Qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce ou conseil aux personnes qui voudraient se lancer ou qui hésitent? Alors moi, vraiment, le conseil que je donne depuis que j'ai eu là le dernier renouvellement, c'est vraiment de prendre contact avec l'assistante sociale de la CPAM, parce que vraiment elles sont hyper calées, elles savent très bien les démarches, elles savent elles peuvent aider pour la rédaction de toute la partie où on doit vraiment lister nos problèmes au quotidien. Voilà, il y a vraiment des choses auxquelles on ne pense pas et qui ont des répercussions sur ce qui va nous être accordé ou non par la MDPH. Et d'être accompagnée par elle, vraiment pour moi, ça a été un soutien que je recommande vraiment. Et pour la contacter, tu l'as fait par quel biais? C'est par mail? C'est une demande de... Alors, j'ai fait directement par mail sur le compte Amélie. Service social, après, en fonction de la caisse de résidence, c'est très, très simple, hein. C'est vraiment l'envoi d'un mail. Moi, je suis très mail parce que c'est rapide, on peut le faire à n'importe quel moment du jour, de la nuit, et on est sûr d'avoir un retour. Donc, Merci pour nous avoir exposé un petit peu tout ton parcours, et puis j'espère pour toi que tu vas pouvoir trouver un métier qui va pouvoir concilier justement ces besoins qui sont aux antipodes, hein, à la fois bouger et à la fois pouvoir être assise. C'est ça qui est compliqué dans cette pathologie-là, c'est d'expliquer que c'est toujours une question de juste milieu et qu'on peut pas en faire trop, mais que si on n'en fait pas assez, c'est compliqué aussi. Et c'est toujours difficile, même dans la vie perso, hein, de jauger et d'estimer quelles sont nos limites dans les deux sens, en fait. C'est ça. Moi, avec le temps, je pense que j'arrive maintenant à savoir justement quelles sont mes limites. J'ai eu tendance par le passé à forcer, et j'ai mis le temps avant de comprendre que c'était pas la bonne option, qu'il fallait vraiment être à l'écoute et savoir s'arrêter avant que ce soit trop tard, que les douleurs soient trop importantes. Et maintenant, j'arrive. Ouais, tu te connais mieux et tu t'écoutes. T'as appris ça. C'est ça. C'est pas facile, hein, vraiment. Mais ça vaut le coup de faire ce travail-là sur soi. Merci beaucoup Camille pour être venue aujourd'hui. Merci Yasmine. Et à bientôt. Avec plaisir. Encore merci Camille pour avoir partagé les astuces qui t'ont permis d'améliorer ton quotidien au travers des démarches MDPH que tu as effectuées. Ton témoignage montre aussi combien il est important de remettre parfois en question le diagnostic posé lorsque de nouveaux éléments ou douleurs arrivent. Il peut arriver que le diagnostic de fibromyalgie soit posé car les IRM ne montrent pas d'inflammation. Mais on sait aujourd'hui que ces inflammations-là peuvent se voir des années après le début de la maladie, surtout chez les femmes. Il est donc important de continuer de se faire suivre et de ne pas hésiter à reconsulter si votre état se dégrade. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.